Alors voilà, des images magnifiques, mais il faut savoir que si Chiara est encore à nos côtés aujourd'hui, on le doit surtout en grande partie aux médecins qui l'ont prise en charge à l'UZ Lyon. Chiara est suivie en permanence par 4 néphrologues qui se relaient. L'un de ces médecins ce soir est présent avec nous, le professeur Haas. Il est venu tout spécialement de Gand afin de nous expliquer, à ma demande et en mon nom, ce qu'est la maladie de Chiara, en résumé. Il nous expliquera dans les grandes lignes la procédure de la transplantation, ainsi que le futur après la transplantation. Le professeur Haas a une place très particulière dans notre cœur, ma femme et moi-même. En plus d'être le meilleur médecin que l'on connaisse, de néphrologue, elle soigne de Chiara comme si c'était son propre enfant. Jamais nous ne pourrons assez la remercier pour tout ce qu'elle a fait et continue de faire pour Chiara. J'en profite d'ailleurs pour remercier également les infirmières et psychologues de l'UZ Lyon qui sont présents ce soir, Martine, Cathy, Anna-Annabelle, mais également notre kiné, le kiné de Chiara, Thierry Van Werskel, qui permet à Chiara de progresser chaque jour et de rattraper le retard qu'elle a pris suite à la maladie. Je vais laisser la parole au professeur Haas qui va maintenant vous expliquer brièvement la maladie de Chiara. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Je vais vous déjà expliquer que mon français n'est pas si fluide que pour vous, mais je vais me débrouiller. Et j'ai beaucoup de fleurs ici pour les premières. Alors, ils m'ont demandé, les parents qui sont vraiment très sympas, de parler de la vie de Chiara, les 2 ans qui sont passés. En fait, si je dois parler de tout ça, alors la mentale, on n'est pas encore à la maison. C'est qu'elle a subi. Mais en fait, j'ai commencé ma présentation avec la petite princesse qu'elle est. Elle est vraiment, comme on a vu au reportage, quand elle n'est pas malade, elle est toujours souriante. Et ça nous fait du bon, parce que alors on sait, tout le monde, les parents et nous qui sommes l'enfant, on fait qu'on fait ça et qu'on fait ça de bien pour lui. Alors, je vais commencer avec ça. C'est la photo que vous avez déjà vue. C'est Chiara qui est née le 13 mars 2012. Et en fait, c'est une très belle fille. Elle est née après 4 semaines de grossesse sans problème. Elle faisait un bon début. Mais après 1 semaine, elle avait quelques difficultés d'alimentation avec des épisodes de vomissement. Mais avec une bonne augmentation du poids, alors rien d'abnormal. Après 3 semaines, les parents y voient qu'elle commence à gonfler aux yeux. En fait, les médecins pensent que ce n'est pas si grave, c'est une conjonctivite. On commence des antibiotiques locaux sans succès. Personne, et surtout pas les parents, savait que c'était le début de vraiment une histoire très grave, une maladie très grave. Parce que le déconfinement, il extendait progressivement tout le visage, comme vous voyez ici. Et en fait, après quelques temps, dans la semaine, en fait, les œdèmes, ils continuaient dans le ventre, dans les extrémités. En fait, Chiara, qui était pleine de vie, elle ne pleurait plus. Elle a vu aucun éveil spontané, elle était pâle et elle arrivait à l'hôpital. Arrivant à l'hôpital, on a vu une enfant qui était très malade. Elle est vite admise en urgence aux soins intensifs et en fait, nous, les néphrologues, ils nous ont demandé parce qu'on avait des choses qui étaient vraiment compliquées. Elle avait des signes d'infection tellement graves. Elle avait une tension très basse, elle était pâle, elle ne réagissait plus. Et dans le sang, on avait une sodium qui était vraiment très bas. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. En fait, c'était un sodium qu'on ne savait pas qu'on pourrait vivre avec ça. C'est vraiment très rare. Elle avait aussi des autres choses dans le sang. Et en fait, on voyait déjà que les reins ne travaillaient plus. Il y avait une insuffisance rénale. Dans l'urine qu'elle produisait, pas beaucoup, il y avait des protéines.
savait pas au début, à cause de quoi? Parce qu'il y a plusieurs des étiologies où on peut avoir des protéines dans les litres. Et quand on faisait une échographie des reins, on voyait des reins qui n'étaient pas normaux. Mais au début, on n'avait pas beaucoup de temps pour penser quelle est la diagnose. On devait aider Chiara et sauver la vie. Et on devait commencer tout de suite avec la ventilation mécanique en raison de septicémie, des problèmes respiratoires. On devait correcter les troubles des héliogrammes, des électrolytes. On devait corriger l'albumine. Et on devait vraiment très vite commencer avec le remplacement, une thérapie de remplacement des fonctions des reins, c'était la dialyse péritonéale. Je peux vous dire, chez un enfant qui a 2,5 kg, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et je me rappelle encore qu'on a dû mettre plusieurs cathéters. C'était vraiment un risque aussi pour mettre les cathéters. Mais on a réussi. Et en fait, Chiara restait instable, elle était malade. Et en fait, pour faire la diagnostic, on avait besoin de faire une biopsie du rein, de prendre un petit morceau du rein pour analyser quel est le problème. En fait, je pense que ça faisait 2 mois qu'elle était à l'hôpital de soins intensifs qu'on a réussi. C'était compliqué aussi. Mais on a réussi, et en fait on avait la diagnose, après avec cherché de tant de choses. Et en fait, Chiara, elle a une maladie vraiment très rare, et elle a un syndrome néphrotique congénital. Et la signe cardinale de cette maladie, c'est en fait une fuite très étendue des protéines plasmatiques dans l'urine. Et en fait, les protéines, ce sont les albumines. Et les albumines, ils ont besoin dans notre sang pour en fait faire une pression osmotique que le sang reste dans les veines. Si on perd beaucoup des albumines, alors on va perdre le plasma, qui est normalement dans le secteur vasculaire, dans le secteur extracellulaire, et on va gonfler. Normalement, chez des enfants qui sont plus âgés, on connaît le syndrome néphrotique et on sait qu'on peut guérir ça. On peut donner des médicaments. Mais dans cette maladie, ce n'est pas possible. Et je vais essayer maintenant d'expliquer un petit peu la maladie. Les parents m'ont demandé. Et en fait, là, tu vois un rein. Normalement, on a 2 reins. Et dans les reins, il y a des millions d'éléments comme ça, les néphrons. Et ici, cette petite corps est en fait très, très, très essentiel dans cette maladie. Et en fait, on peut comparer ça avec ce qu'on connaît, le vasovite. Et en fait, c'est comme ça, le sang rentre dans le rein. Il rentre ici dans ce petit corps et c'est comme un vasovite, il y a une pression et il y a une sorte d'urine primitive qui sort vers les trous. Et en fait, ce qui sort avec l'urine, c'est dépendant du taille des petits trous qui sont dans le vasovite. Et normalement, ici c'est plus compliqué, mais ça c'est la chose qui est essentielle, ce sont en fait les trous. Et les trous ici sont vraiment importants pour tenir l'albumine dans le sang. Et normalement, on perd seulement l'eau et des petites choses, des petites solutions. Et cette membrane, en fait, est nécessaire pour retenir les albumines et les protéines plasmatiques dans le sang. Et ça, ici, c'est encore plus compliqué, mais les petits trous sont en fait des membranes, et c'est une structure qui est vraiment, vraiment très complexe. C'est une structure moléculaire, et quand il y a une chose qui est mauvaise ou qui ne travaille pas, alors les trous vont devenir plus grands et on va perdre les albumines. Et ça, c'est la maladie de Chiara.
En fait, on ne peut pas donner des médicaments. Alors, c'est vraiment une maladie très rare. C'est une maladie vraiment très sévère. Et on sait, le syndrome néphrotique congénital, ça commence dans les 3 premiers mois de vie. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun médicament qui peut guérir cette maladie. Alors, on savait que c'était le syndrome congénital néphrotique, et alors on doit continuer. Et on a continué. Et les parents étaient toujours à côté. Jamais il y était un jour qu'ils n'étaient pas là. Il y a eu une période de soins intensifs très difficile en termes de l'hémodynamique, la dialyse, les infections et la nutrition. Mais, après 6 mois, elle pouvait rentrer à la maison avec la dialyse péritonéale quotidienne. Pourquoi? Parce que ses reins, ils étaient tout à fait... ils ne marchaient plus, ils ne travaillaient plus. Alors, elle était vraiment en insuffisance rénale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir, on ne peut pas donner des médicaments, tout ça. Mais elle est rentrée à la maison. Et les parents ont fait tous les jours la dialyse péritonéale. C'est vraiment un travail et une responsabilité lourde, mais pour des parents qui sont vraiment dévoués. Et sans ces parents, Chiara n'était plus là. Mais ils ont fait toujours ça, et ça a toujours été fait sans aucune hésitation. Ils ont toujours fait jour après jour. Et en fait, la dialyse péritonéale, on doit faire ça jusqu'à on a un organe, on a un nouvel rein. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce que notre rein, qu'est-ce qu'ils font? Ils détoxent notre corps. En fait, ils contrôlent la fluide qu'on a dans notre corps et ils contrôlent la tension. Alors, tout ça, on a besoin de la dialyse pour purifier le sang des éléments toxiques, pour contrôler la tension et aussi la surcharge de volume. Et chez des petits-enfants comme ça, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres. C'est vraiment, chaque jour qu'on doit regarder, chaque jour, les parents nous envoyaient un email pour dire les PES aussi beaucoup, et la ultrafiltrée ici beaucoup, et chaque jour on répondait le plus vite que l'autre, qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'il devait faire. Mais c'est pas seulement ça, parce que quand on est en insuffisance rénale, les petits enfants, ils n'ont pas envie de manger. Ils ne mangent rien. Vraiment rien. Ils ont besoin de la nourriture parce qu'ils doivent grandir. Et en fait, on va donner la nutrition par la sonde. Et d'abord, faire la sonde qui était dans le nez, et après quelques temps, on a fait une opération pour mettre une sonde dans l'estomac. Comme ça, c'est esthétique, c'est beaucoup mieux, mais c'est aussi mieux pour l'enfant. Alors, dans la nourriture, on doit donner beaucoup de choses, des compléments lipidiques, des protéiques, et en fait aussi une régime hypercalorique. Aussi ça, c'est pas si simple comme je dis, parce que des fois, elle avait des vomissements, elle ne se sentait pas bien, parce que la concentration était haute et elle ne supportait pas. Alors là aussi, on devait changer beaucoup des fois. Des autres choses, quand on a l'insuffisance rénale, c'est quand on a la dialyse péritonéale, ça ne remplace pas tout à fait les fonctions de notre rein. On a toujours besoin aussi des médicaments qu'on doit nourrir chaque jour. Et je ne me rappelle plus à quel moment, elle avait des fois 20 médicaments par jour, aussi par la sonde gastrique. Mais ils ont fait tout vraiment ponctuel. En fait, ça allait bien pendant quelques temps, mais l'année passée, vers 7 ans, elle commençait à avoir des crises.
elle avait des douleurs, vraiment des douleurs, vraiment, vraiment très graves. Et au début, on ne savait pas ce que c'était. En fait, qu'il y a toutes les choses qu'elle a, toutes les complications qu'elle a, sont rares, vraiment rares. Et en fait, elle avait des pancréatites. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment douloureuse. Alors, on a nécessité de passer à une autre technique pour relancer la fonction de rein, c'est la hémodialyse, comme vous avez vu au faire. Et c'est lourd, venir à l'hôpital. Et au début, on commençait avec 4 heures par semaine. Mais elle restait à avoir l'hypertension. Et le plus grand problème qu'elle avait, c'est en fait qu'elle ne gagnait pas du poids. Et elle doit gagner et prendre du poids pour qu'elle puisse recevoir une transplantation. Alors, quelques semaines passées, je rentrais dans la salle et hésitant, je parlais de quelque chose qui était besoin pour pouvoir gagner du poids. Et c'était de venir à l'hôpital chaque jour, sauf le dimanche. Parce qu'on sait chez les petits enfants que quand on fait des hémodialyses souvent et quotidien, c'est en fait beaucoup plus mieux pour enlever toutes les choses, tous les éléments toxiques. Ils ont eu du temps pour penser, mais pas beaucoup de temps. Ils ont eu un week-end pour penser, mais on a commencé. Et en fait, on a vu que maintenant, dans 2 semaines, elle a gagné beaucoup de poids. Alors maintenant, ils viennent 6 jours sur 7 à l'hôpital, 3 heures, et le samedi et le lundi 4 heures, parce que le dimanche, elle n'est pas dialysée. Et elle a besoin de dialyse de plus. Et maintenant, elle est en pleine forme, elle n'est plus malade, elle est vraiment contente. Et ce qui est vraiment rare, c'est qu'elle mange. Elle mange les pâtes et elle aime les pâtes. Et on n'a jamais pensé que ça pouvait être vrai qu'elle fait ça. Mais vraiment, elle mange. Et ça nous fait du bien. Alors, mais en fait, c'est pas fini, je m'excuse. Il y a encore un petit peu, je sais, je vous dis toujours, je arrête seulement de parler quand tu dors. C'est vrai, je sais. Mais mon français n'est pas si bien, alors je vais arrêter plus tôt. Mais la hémodialyse, elle fait ça maintenant et ça fait du bien à elle. Et maintenant, on doit continuer ce traitement et on doit continuer jusqu'à qu'elle ait 10 kilos. Parce que la transplantation de rein, c'est le mode de thérapie. Et elle doit avoir 10 kilos pour qu'on puisse techniquement faire la transplantation. Et en fait, quand elle sera transplantée, les résultats sont très bons. Et ils sont aussi similaires à ceux obtenus dans les autres étiologies. En fait, ça doit être bien quand ça se passe bien. Elle va avoir une rein de donneur cadavérique. Et on sait que la transplantation rénale avec un donneur vivant, ça donne encore des meilleurs résultats. Mais ça n'est pas possible parce qu'elle doit avoir 15 kilos. Mais on sait, les statistiques disent que la survie des patients à 5 ans est plus de 90%. Et la survie du greffon à 5 ans, après 5 ans qu'ils sont transplantés, est environ 80%. Alors, ça c'est vraiment, vraiment positif. Et on sait aussi, chez les jeunes enfants, quand on se transplante, quand ils sont vraiment petits, on a moins de rejet aigus. Ce qu'on a directement après la transplantation, on a plus de risques de problèmes chirurgicaux, par exemple de thrombose ou de sténose et des autres infections. Mais plus tard, ils ont vraiment une meilleure fonction de greffon.
Et ce qui est aussi vraiment important, que quand ils sont greffés, ils mangent encore plus, ils mangent bien, beaucoup, et aussi ils attrapent la croissance. Ça c'est vraiment important aussi parce que quand on est en insuffisance rénale, on doit donner des hormones de croissance parce qu'on ne grandit plus. Et ça c'est vraiment important qu'ils attrapent la croissance avant l'âge de 6 ans. En fait, maman m'avait aussi demandé, explique un peu en pratique comment ça se fait quand on a un appel qu'il y a un rein tout. En fait, d'abord, je voudrais commencer, c'est l'allocation des reins est basée sur des critères vraiment très honnêtes qui sont préparés par une organisation Ultrasplant. Il y a des autres gens qui parlent de ça, alors moi je parle pas de ça. Et lorsqu'un donneur a été déclaré, Eurotransplant établit immédiatement, au moyen d'un programme informatique complexe, une liste de receveurs compatibles. Alors, le rein est proposé au centre de transplantation du premier patient sur la liste d'attente. Et alors, c'est le coordinateur des transplantations dans l'hôpital qui téléphone le néphrologue. Et le néphrologue, il accepte ou il n'accepte pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut savoir et on donne que rein qu'on sait qu'il est vraiment, vraiment très bien pour l'enfant. Mais les plusieurs cas, on accepte le rein. Et alors, après l'acceptation par le spécialiste traitant, le prélèvement et le transport des organes sont réglés et les parents sont avertis. Et je dois dire, c'est toujours dans le lit. Alors, les parents sont debout et les docteurs sont debout. Alors, on demande les parents de venir à l'hôpital et ça dépend aussi de où vient l'organe. Si on a encore un peu de temps, on peut dire tu vas arriver dans 4 heures à l'hôpital ou tu dois venir tout de suite. Si par exemple c'est une donneur ici en Belgique, parce que ça va vite. Et une fois qu'il arrive à l'hôpital, on fait des choses pour préparer l'enfant, on fait les examens physiques, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on fait une prise de sang, et surtout une prise de sang pour le laboratoire de HLA, parce qu'on doit encore toujours vérifier s'il n'y a pas des anticorps du receveur contre le donneur. Et ça, on doit savoir, parce que si on donne un rein et il y a des anticorps, quand on place le rein dans le ventre, on a en fait au bloc, dans l'opération, une légère aiguë. Je dois vous dire, ça ne passe presque plus jamais, parce qu'il y a des bons techniques et les enfants sont contrôlés avant, mais on fait toujours cette compatibilité de donneur-receveur. Et en fait, le résultat doit être négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas des anticorps pour pouvoir continuer la procédure. Je n'ai jamais vécu ça dans le temps que je travaille à l'université. On fait encore des autres choses et des fois, nous avons aussi encore une séance d'hémodialyse en fonction des nécessités. Mais comme ils sont dialysés chaque jour, normalement, ce n'est pas nécessaire, sauf si on a un don d'organes le dimanche. Ça sera nécessaire. Alors, quand tout est préparé, tous les chirurgiens sont là, tous les infirmières, tout le monde qui a besoin, elles peuvent partir au bloc. Et en fait, une opération, une transplantation du rein, c'est difficile, mais pas si difficile. En fait, ça se passe, dans les meilleurs cas, ça se passe bien. Et en fait, ça dure environ 3 à 4 heures. Mais on a aussi besoin des autres cathéters, alors l'anesthésie, ça peut durer plus longtemps. Normalement, le rein s'est mis ventral dans le ventre et on a besoin que le rein qui peut travailler pour nous. Et quand tout se passe bien, en fait, au bloc, on voit qu'il y a de l'urine. On doit voir une rein, quand on enlève tous les glandes, on voit une rein qui devient rouge, qui a une belle couleur et qui produit immédiatement de l'urine. On est très content
parle toujours. Et on est toujours là pour regarder tout le temps s'il y a de l'urine. Quand tout se passe bien, ils vont, après la transplantation, ils vont aux soins intensifs et ça dépend d'enfant. Combien de temps ils doivent rester aux soins intensifs. Et en fait, normalement, ils doivent rester, quand tout passe bien, 2 à 3 semaines à l'hôpital. En fait, dans les 2 à 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'enfant vraiment intensif pour détecter qu'il n'y a pas de complications précoces. Et on fait aussi des prises de sang quotidiennes pour contrôler la fonction rénale et les taux des médicaments immunosuppresseurs. Chaque jour, on doit adapter et optimaliser les doses des médicaments immunosuppresseurs et des autres médicaments parce que tu comprends, ils changent dans le temps, dans les premiers jours, ils changent si beaucoup dans le corps de cet enfant. Alors, on doit trouver un équilibre. Et une fois qu'elle est stabilisée, l'enfant peut quitter à l'hôpital. Et en fait, elle aura une nouvelle vie. Mais les parents ils vont devoir visiter nous de nouveau, plus fréquent qu'avant. Au début, quand un enfant qui est transplanté à la maison, en fait, il doit venir 3 fois par semaine aux polycliniques pour prendre du sang, pour voir comment l'état est et pour adapter les médicaments immunosuppresseurs, antihypertenseurs, anti-infectieux, tas de choses. En fait, elle aura des autres médicaments. Ce qui est vraiment positif, qu'on pourra réduire le régime pauvre en sel, potassium et phosphore. Elle aura une alimentation normale, sans sonde après quelque temps. Et après quelque temps, quand tout passe bien, on peut enlever le sonde. Et maintenant, on a vraiment une restriction de liquide qu'elle peut avoir après la transplantation. Elle va devoir boire beaucoup. Elle va devoir, on a une arrêt de restriction de liquide. Mais surtout, ce qui est vraiment important, elle va avoir, elle et ses parents, une plus belle vie et une bonne qualité de vie. Et ils ont fait plusieurs études sur ça, et toutes les études montrent que quand un enfant est transplanté, il y a des fois des complications, mais même avec les complications, tous les parents et les enfants qui sont plus âgés disent que leur qualité de vie est plus bonne. Et c'est pour ça qu'on le fait. Alors je veux finir avec ceci. La transplantation, ça donne beaucoup d'espoir. C'est un nouveau départ et un meilleur avenir. Et cette photo, c'est de 2 semaines passées, quand la maman, c'était son anniversaire. Et ils ont eu un bon temps. Un grand merci à tous et tous. On a dû soigner et qu'on a dû faire beaucoup, et surtout les parents ont dû faire beaucoup. Mais une famille qui est contente, qui est vraiment sympa, et qui soigne la petite fille vraiment, vraiment très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, pour continuer un petit peu plus loin dans cette soirée, quand j'ai eu le projet qui est venu de créer la SBL et que Jessica m'a proposé de discuter avec ses parents et qu'on m'a proposé cette salle, donc j'ai dit tout de suite évidemment penser à un film. Ensuite j'avais déjà pensé à un parrain. J'avais pensé au professeur Ras pour venir parler, pour venir expliquer. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais demander à qui de venir parler du don d'organes, parce que nous, objectivement, on a cette connaissance de parents, d'enfants malades, mais on n'a pas encore cette science et ce savoir au niveau du don d'organes. Donc, pour pouvoir parler à autant de monde du don d'organes, il faut savoir de quoi on parle. Donc, j'ai réfléchi et il est venu à l'esprit un reportage que j'avais vu il y a quelque temps, malheureusement sur l'histoire tragique, un enfant décédé de 20 ans.
lors d'une fusillade à Liège, la fusillade de la place Saint-Lambert qu'on appelle communément. Et cette histoire de parents qui avaient perdu leur fils et qui avaient fait le choix d'offrir les organes de leur fils, ce qui a permis de sauver quelques vies. Le témoignage sur tous ces gens m'avait énormément ému. Et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment génial d'avoir ces gens. Je ne vais pas dire que j'ai remué le ciel et terre, mais j'ai cherché pas mal. Et à force de chercher, j'ai eu enfin Thierry qui m'a contacté. Et je dois dire que son premier contact a été directement positif. Il m'a dit, écoute, nous on est partant, il n'y a pas de souci. Le tout c'est de trouver une date, c'est de se devoir aussi pour nous si ça s'arrange, parce que bon, quelque part ces gens viennent de Liège. Et j'ai d'abord demandé au professeur Haas de donner une date qui lui convenait, parce que on dit que Fabien Lecastel a un agenda plein, mais le professeur Haas c'est encore autre chose. Donc on a fixé la date, j'ai demandé tout de suite à Thierry et à Claudine si ça leur convenait, ils m'ont dit ok, donc on a lancé ce projet, voilà, on y est. Et donc ils vont aujourd'hui nous faire un petit, je vais dire une présentation concernant, c'est pas un petit, c'est une longue présentation concernant le don d'organes très large. Et encore une fois, je voulais vraiment les remercier de tout cœur pour leur venue.